Sud Radio, politique sous influence, 11h midi, Guillaume Bigot, Juliette Briens. Politique sous influence jusqu'à midi sur Sud Radio, comme tous les samedis, toutes les influences qui parcourent les réseaux sociaux en cette année présidentielle. Avec moi, Juliette Briens. Bonjour à vous, Juliette. Bonjour Jean-Marie. Et Guillaume Bigot avec nous au programme aujourd'hui, Guillaume. Bonjour Jean-Marie. Et oui, Politique sous influence, c'est la seule émission qui vous explique ce qui se trame sur les réseaux. Et cette semaine, nous allons sortir de l'Hexagone avec Juliette, chercher à comprendre pourquoi Miss Maroc est victime d'une campagne de harcèlement en ligne. Vous vous souvenez aussi peut-être de McFly et Carlito, les deux trentenaires déguisés en ados qui s'égayaient à l'Elysée. Eh bien, ils refont parler d'eux. Cette fois, c'est un bad buzz. Et puis, on va aussi vous parler d'une offre commerciale un peu surréaliste, voire pas très ragoûtante. Ça se passe en Ukraine et là-bas, figurez-vous qu'on brade les utérus sur Internet pour le Black Friday. Nous allons parler de ce scandale avec notre invitée Anna Louana Doram, la vice-présidente de la Coalition internationale pour l'abolition de la maternité de substitution. Enfin, nous allons revenir sur le buzz sociétal et politique de la semaine, l'arrivée de l'improbable et imprononçable pronom IL dans le Robert. Alors, coup marketing, forcing idéologique ou adaptation de notre langue à l'évolution des mœurs, nous en parlerons avec notre invitée Lorraine Bastide, féministe, journaliste, créatrice du podcast La Poudre, auteure de Présente aux éditions Alary. Voilà, c'est parti pour Politique sous influence. Bonjour Juliette, vous devriez être contente, on va parler bébé, féminisme en ligne, égalité des sexes et même concours de beauté. Alors, tout a commencé avec une blessure à la cheville pour Miss Maroc 2021, Fatima Zahra Kayat. Elle a empêché la reine de beauté de participer au concours tant attendu de Miss Univers qui cette année se tiendra le 12 décembre à Eilat en Israël. Il faut tout de suite ouvrir une petite parenthèse géopolitique parce que même si cette compétition se déroule dans l'État hébreu, le Maroc ne va pas la boycotter. Pourquoi ? Parce que Donald Trump a persuadé Rabat, le Maroc, de reconnaître l'État d'Israël et le royaume a adhéré à ce qu'on appelle l'accord d'Abraham. Pardon Juliette pour cette petite interruption. Et bien devant cette malheureuse blessure qui a obligé la gagnante à déclarer forfait, c'est sa première dauphine qui va devoir représenter les couleurs de son pays. Cette brillante et ravissante jeune femme s'appelle Kawthar Benhalima. Elle a 22 ans et par ce concours de circonstances, elle va donc concourir à la finale qui doit élire la plus belle femme de l'univers. Je la cite, « C'est avec énormément de fierté, d'émotion, de joie et de larmes que je vous annonce ma participation officielle au concours de Miss Univers 2021. Si vous saviez à quel point j'en ai rêvé, aujourd'hui je me sens plus forte, plus femme, plus fière. Quel honneur de représenter mon pays. » Certains millénials chez nous devraient prendre de la graine, cette belle jeunesse marocaine qui aime son pays et qui n'a même pas peur de le dire. Et oui, le patriotisme en tout cas de cette belle marocaine n'est pas douteux. Seulement voilà, l'accueil qu'elle va recevoir de la part d'une partie de ses compatriotes ne va pas être à la hauteur de ses attentes. En effet, de nombreux internautes marocains se sont indignés des origines algériennes de la participante, origine qu'elle avait elle-même relevée durant le concours. Le jury lui avait demandé de parler d'une femme qui l'avait inspirée. Pleine d'émotion, Kawthar avait choisi de parler de sa grand-mère. Je vais parler de ma grand-mère, Routia Freda, qui est venue au Maroc quand il y avait la guerre en Algérie, avec peu de moyens, avec sa famille, ses frères et sœurs. Elle a grandi dans une famille où elle a appris à coudre, et c'était quelque chose qui était partagé avec ses frères et sœurs. Et à travers le temps, elle a utilisé ça comme une qualité pour aider les femmes au Maroc à construire leur indépendance. Donc des femmes au Maroc venaient chez elle, elle les apprenait à coudre. Comme ça, elles trouvaient l'autonomie dans leur vie. Voilà, cet extrait ressorti à l'annonce de sa participation à Miss Univers est devenu totalement viral au Maroc et a donné naissance à un hashtag malheureux traduit de l'arabe, c'est le hashtag Kawthar n'est pas marocaine. D'après l'internaute Lalakoum, il faut boycotter le concours Miss Univers. Kawthar Benhalima ne représenterait en rien le Maroc. Ce concours de Miss Univers a pour but de sublimer notre patrimoine séculaire. Son discours est hallucinant. Elle n'a qu'à aller représenter l'Algérie. À la suite de ce hashtag, une pétition a été lancée en ligne sur les réseaux sociaux afin d'appeler à boycotter. C'est un véritable lynchage numérique auquel fait désormais face la malheureuse candidate qui dénonce des propos mal interprétés. Car ce qui est dénoncé par les internautes marocains, ce ne sont pas seulement les origines algériennes de la candidate, mais également ce qu'ils perçoivent comme une marque de condescendance à l'égard des femmes du royaume lorsqu'elle raconte que sa grand-mère avait appris à coudre à des Marocaines pour leur offrir leur indépendance. En tout cas, cette polémique n'est pas anodine. Elle intervient dans un contexte de vive tension politique entre le Maroc et l'Algérie qui dure depuis
depuis plusieurs mois, n'est-ce pas Guillaume? Et oui, il y a de l'eau dans le gazoduc, on pourrait dire, entre le Maroc et l'Algérie. D'ailleurs, ce gazoduc a été fermé, c'est l'Algérie qui l'a fermé, il passait par le Maroc pour alimenter l'Espagne. Et plus grave, il y a 3 camionneurs algériens qui ont été victimes d'un tir de drone marocain sur une route qui reliait l'Algérie à la Mauritanie. Alors on va pas entrer dans les détails, mais grosso modo, le Maroc revendique un territoire qui s'appelle le Sahara occidental, dans le sud du Maroc, parce que l'Algérie aimerait bien avoir un accès finalement à l'Atlantique et aux phosphates du Sahara occidental, et donc soutient ces fameux Sahraouis qui se battent pour s'émanciper de la tutelle marocaine. Et la deuxième chose très simple à comprendre, c'est que le Maroc, en signant les accords d'Abraham, on en a parlé tout à l'heure, eh bien, a reconnu Israël, mais en échange, les États-Unis ont reconnu la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Et voilà pourquoi les deux pays sont à couteau tiré. Donc affaire à suivre. Mais on va revenir chez nous, Juliette, et vous allez nous reparler du duo McFly et Carlito. Et oui, le retour en France, mais cette fois-ci, on change de réseau et on va se connecter à TikTok. On y retrouve McFly et Carlito, vous savez, donc c'est ces 2 youtubeurs préférés d'Emmanuel Macron qui avaient gagné le droit d'organiser un concours d'anecdotes à l'Élysée avec le président lui-même et dont la vidéo avait été visionnée des millions de fois. Et bien voilà que nos 2 joyeux lurons refont parler d'eux et cette fois-ci, ce n'est pas du tout à leur avantage. Tout a commencé avec la sortie la semaine dernière d'un clip sur leur chaîne YouTube, forte de leurs 7 millions d'abonnés, pour annoncer leur tout nouvel album. Le clip en question a déjà été visionné plus de 2 millions de fois et s'appelle TikTok Girl. C'est une chanson dont le message partait d'une excellente intention puisque c'était celle de dénoncer ou plutôt d'alerter sur les dangers du réseau social TikTok, notamment pour les jeunes filles qui font gonfler leur nombre d'abonnés en s'y déhanchant sur des rythmes endiablés, parfois dans des tenues très suggestives. Les youtubeurs y représentent alors une collégienne censée représenter la tiktokeuse typique, montrant ses jambes et rembourrant son soutien-gorge avant de se mettre en scène devant son smartphone dans le but de poster une vidéo sur le réseau social préféré de la génération Z. Elle met du rímel sur ses yeux et un fond de teint pas trop cher. Du gloss et de l'anti-cerne, puis elle allume sa lumière. Et elle ferme la porte de sa chambre pour ne pas que son père l'engueule. Elle enfile son crop top Jennifer et laisse entrevoir ses jambes. Elle pense, oui elle pense, que la fame et les likes vont atténuer ses peurs. She's a TikTok. Voilà, donc plus tard dans la vidéo, la morale de l'histoire intervient lorsque la jeune femme se voit victime de harcèlement scolaire et sur les réseaux sociaux, complètement dépassée par les centaines de commentaires la moquant ou l'insultant. Eh bien, figurez-vous que chez les tiktokeuses, justement, et plus largement chez les féministes, la démarche de nos 2 youtubeurs n'est pas du tout passée. Que ce soit dans les commentaires YouTube de la vidéo en question ou sur TikTok, où cette vidéo a été reprise des milliers de fois, les jeunes femmes dénoncent le sexisme de McFly et Carlito en les accusant même de slut shaming. Alors, séquence décryptage, Juliette, c'est de l'anglais en fait. Slut, c'est une salope, pardon pour les auditeurs. C'est la traduction. Il faut le dire. Shaming vient de shame, honte, et c'est une pratique qui consiste donc à faire honte. Slut shaming, c'est un moyen de stigmatiser une femme perçue comme facile en réalité. C'est exactement ça, et selon l'internaute Cosier Noah, je viens d'écouter TikTok Girl de McFly et Carlito. Je me suis concentrée pour comprendre le message, mais en fait, c'est juste misogyne. Ce à quoi on assiste ici, c'est donc un peu l'arroseur arrosé. McFly et Carlito voulaient dénoncer l'hypersexualisation des mineurs sur TikTok et se retrouvent malgré eux accablés par les féministes. Pour bien comprendre le retournement de situation, j'ai lu des dizaines de commentaires de jeunes femmes et voilà en vérité ce qui leur est reproché. En gros, les filles seraient assez stigmatisées comme ça pour qu'on les réduise à des écervelés qui font des danses sur les réseaux. Mettre du fond de teint et des crop tops est tout à fait normal. Le problème, ce sont les gens qui justement hypersexualisent ce genre de comportement. Deuxième critique que j'ai vu passer pas mal de fois, pourquoi ne parler que des filles? Car il est vrai, pour avoir vogué quelques heures dans les méandres de TikTok, que les garçons ne sont pas en reste lorsqu'il s'agit d'exhiber leurs abdos saillants dans le but de faire monter leur vue. Partout. En tout cas, pour leur part, McFly et Carlito ont répondu à la polémique directement en commentaire de leur vidéo YouTube. Cher équipage, on a évidemment lu toutes vos critiques sur nos 2 premiers sons de l'album. On peut dire que ça démarre super bien. Blague à part, on note la bienveillance et le respect de la part d'une grande partie de la communauté, c'est vraiment appréciable. Les chansons peuvent déplaire, c'est le jeu. Concernant les polémiques, la plupart ici connaissent nos valeurs et nos principes. Si certains .e.s ont mal reçu TikTok Girl, ça veut dire qu'on peut ou doit s'améliorer encore, c'est notre job et on va gérer ça.
Voilà. Ouais, il est indéniable que jusque les années 70, en France et dans les pays occidentaux d'ailleurs, les femmes en particulier, celles qui s'habillaient de manière très sexy, les homosexuels, les gens de couleur, alors on dit racisés aujourd'hui, en prenaient plein la musette, plein la tête. L'opinion dominante consistait à les regarder de travers, à se permettre des remarques absolument désobligeantes. Mais il y a un paradoxe absolument inouï. Nous sommes une génération plus tard et une écrasante majorité de nos compatriotes considèrent que ces minorités, les femmes, les homosexuels, les non-européens, sont des personnes absolument comme les autres et seraient très choqués, et nous serons tous très choqués qu'elles soient traitées différemment. Seulement voilà, en fait, les représentants autoproclamés, certains représentants autoproclamés de ces minorités, se sont mis à devenir ultra agressifs, à avoir du racisme partout, le fameux racisme systémique, à avoir de l'homophobie, de la misogynie partout. Donc quand il y avait du racisme, on n'en parlait pas. Quand il y avait de l'homophobie, on n'en parlait pas. Quand il y avait de la misogynie, on n'en parlait pas. Maintenant que ça a disparu, on en parle, à contre-temps, de manière totalement anachronique. Et ces minorités ne se contentent pas de faire croire qu'elles sont rejetées, elles dénient le droit à ceux qui n'en font pas partie de les défendre. Voilà. Est-ce que maintenant, on est peut-être un peu dans la nef des fous, vous savez, c'est le tableau de Sébastien Brandt, et c'est plutôt un grand livre du XVe siècle qui décrit les délires du carnaval de Strasbourg. Mais on est peut-être vraiment chez la nef des fous, on va le voir tout à l'heure, parce qu'il y a des commerçants sans vergogne en Ukraine qui sont capables de solder des utérus sur Internet. Alors, on en parle tout de suite après. Oui, ce sera justement la dernière polémique sur Internet et les réseaux sociaux autour de la GPA. GPA, on le rappelle, gestation pour autrui. Exactement. On en parle avec notre invité dans un instant, en compagnie de Juliette Briens et de Guillaume Bigot. C'est Politique sous influence, on est ensemble jusqu'à midi sur Sud Radio. Sud Radio, Politique sous influence, 11h midi, Guillaume Bigot, Juliette Briens. Politique sous influence jusqu'à midi avec Juliette Briens et Guillaume Bigot qui nous emmène tout de suite en Ukraine, je crois. En tout cas sur les réseaux. Sur les réseaux, c'est le Black Friday, tout le monde le sait, et on va vous parler d'une offre incroyable, effectivement relayée sur les réseaux, de la société Biotexcom. Biotexcom, c'est une agence de reproduction assistée de GPA, gestation pour autrui, qui est basée à Kiev, en Ukraine. C'est bien ça, Juliette ? Et oui, et cette agence avait déjà fait parler d'elle d'ailleurs en 2020 lors du premier confinement. À l'origine, il y avait une vidéo qui montrait des dizaines de bébés, 51 pour être exact, dans une chambre de la clinique Biotexcom. Il avait été relevé que ces 51 bébés étaient en fait de nouveau-nés par GPA en attente de retrouver leurs parents qui ne pouvaient pas venir les chercher à cause du confinement et donc de la fermeture des frontières. Et ces nourrissons demeuraient donc bloqués dans cette chambre. Ah, nice. Non, mais c'est horrible. Non. Et bien voilà qu'on entend à nouveau parler de cette clinique et vous allez voir que la raison en est pour le moins surprenante. Sur le site de Biotexcom, mais aussi sur leur page Twitter, est apparue le 9 novembre dernier l'annonce d'une grande promotion Black Friday. C'est comme une pub Darty ou But qui ferait la promotion de leurs écrans plasma à prix cassé à l'occasion de ce week-end de solde. La clinique annonce une réduction de 3% sur ses différents packages ou forfaits de gestation. Ce qui donne par exemple 1947 € pour l'offre VIP, 1497 € pour l'offre tout inclus Standard Plus. Mais attention, dépêchez-vous, dit l'annonce, car comme toute bonne solde, l'offre a une date d'expiration. En fait, on est en train de parler d'utérus là. Hein. Oui, tout à fait. Si le jeune couple que vous êtes désire bénéficier de l'offre bébé moins cher, le contrat doit être signé entre le 15 et le 26 novembre. Après, trop tard. Dépêchez-vous et faites de votre rêve de bébé une réalité, conclut-il. Nice. Sous l'offre en question, les internautes de Twitter venant de différents pays s'insurgent parfois avec ironie. Bonjour, vous me mettez un bébé caucasien de taille moyenne à emporter, s'il vous plaît. J'aimerais utiliser mon coupon magazine valable jusqu'au 26. Est-il cumulable avec l'offre Black Friday? On peut en sourire, mais les faits n'en restent pas moins effarants. L'agence Biotexcom allie code promo et vie humaine dans un même tweet et de la manière la plus décomplexée qui soit. C'est-à-dire que cette affaire n'a pas encore explosé en France, mais elle est vraiment intéressante. Elle révèle une face en fait assez très sombre, ce que les soi-disant progressistes présentent tout le temps comme une formidable avancée, la possibilité de faire concevoir son enfant par une autre. Outre les problèmes éthiques que soulève cette possibilité, cette volonté d'accéder à la GPA donne lieu, hélas, à une marchandisation du corps des femmes. Femmes souvent pauvres dans des pays eux-mêmes pauvres. C'est un sujet peu abordé, puisqu'il y a une sorte de sacralisation de tout ce qui est présenté comme progrès sociétal, et la GPA en fait partie. Mais est-ce que c'est un progrès pour les femmes? Et pour en parler, nous avons invité une femme engagée dans Politique sous influence, Anna Louala Deram. Bonjour et bienvenue sur Sud Radio. Bonjour et merci de m'inviter. Je vous en prie, vous enseignez les politiques sociales à l'Institut de recherche et de formation à l'action sociale de l'Essonne et vous co-présidez donc cette association qui s'appelle la SIAM, la Coalition internationale pour l'abolition de la maternité de substitution. Alors qu'est-ce que votre démarche à la SIAM ? Alors, la Coalition internationale pour l'abolition de la maternité de substitution est une coalition qui milite pour les droits des femmes.
Elle a été fondée en 2018. Nous étions à l'époque 4 associations féministes françaises. Et nous étions déjà intervenus sur le plan international auprès de la Conférence de La Haye, de la Cour européenne des droits de l'homme, avec d'autres associations européennes et canadiennes. Et au moment où nous avons fondé la coalition, on savait qu'on allait être rejointe par d'autres de nos partenaires. Donc aujourd'hui, 2021, nous sommes 40 associations de 13 pays situés sur 3 continents. Ça va du Canada en passant par la Suède, l'Espagne, l'Italie, la Roumanie. Donc c'est vraiment un mouvement international. C'est international. C'est un mouvement international et féministe. Qui, voilà, basé sur des valeurs féministes, c'est-à-dire qui promeut l'égalité entre les femmes et les hommes, qui promeut également l'égale reconnaissance des sexualités, c'est-à-dire hétérosexualité, homosexualité des femmes et des hommes, et bien évidemment l'accès des femmes aux moyens de contraception et à l'avortement. Et donc, vous diriez que nous basons sur des valeurs et sur des principes féministes dans nos actions. Vous diriez que le courage politique, ce serait de ne pas céder à cette propagande commerciale de l'industrie. Pour vous, cette maternité de substitution, ça porte atteinte au principe de la dignité humaine ? Effectivement, la maternité de substitution porte atteinte au principe de la dignité humaine, et la dignité humaine est le principe reconnu dans l'article 1er de la Charte européenne des droits fondamentaux. Pourquoi ça porte atteinte à la dignité humaine? Parce que dès l'instant où une femme accepte d'aliéner sa liberté, d'asservir son corps, d'asservir sa capacité reproductive, elle renonce à sa liberté. Or, la liberté n'est pas aliénable. On ne peut pas dire « j'ai le droit d'aliéner ma liberté ». On peut aliéner sa liberté, mais ceci n'est pas un droit. Or, promouvoir la pratique de maternité de substitution, c'est invisibiliser, c'est-à-dire effacer complètement le fait qu'une femme met à disposition des personnes commanditaires pendant près d'1 an son corps et sa vie. Ce que l'on ne dit jamais sur les médias français, et d'ailleurs j'en profite pour vous féliciter parce que c'est pas courant d'inviter une féministe abolitionniste dans les médias pour parler de ça, on oublie souvent que cette pratique représente vraiment un risque énorme pour la santé des femmes et pour leur vie. Il y a de nombreuses mères porteuses qui sont mortes en GPA depuis les années 1980 et jusqu'à aujourd'hui. En 2021, il y a au moins 2 mères porteuses américaines qui sont décédées. On rappelle quand même que la GPA est pour le moment interdite en France, mais que de nombreux couples y ont quand même recours en partant, par exemple, en Ukraine ou aux États-Unis. Moi, j'ai une toute petite question. Donc, ce combat, vous le portez d'un point de vue féministe, hein, parce que on a donc cette utilisation du corps des femmes. Mais est-ce que vous portez aussi ce combat au nom du droit de l'enfant ? Absolument, les deux sont liés, bien évidemment. On ne peut parler du droit de la femme qu'en lien avec le droit de l'enfant, puisque la femme qui est enceinte, elle est enceinte pour donner naissance à un enfant. Or, il s'agit d'une marchandisation de l'enfant également. Et d'ailleurs, la publicité de cette clinique ukrainienne à laquelle vous avez fait référence tout à l'heure, elle montre très clairement, et j'invite vos auditeurs à regarder cette publicité dans laquelle on voit 2 images de bébés tirés d'animés. L'une d'entre elles qui a une tétine à la bouche avec le sigle du dollar. Et on voit très bien qu'il s'agit d'une marchandisation de l'enfant. Or, c'est une violence qui est faite à la fois à la femme et à l'enfant. Amener une femme à consentir de remettre un enfant contre de l'argent, c'est amener une femme à vendre un enfant. C'est la définition internationale de la vente des enfants telle qu'elle est posée par le protocole facultatif à la Convention internationale des droits de l'enfant. Donc pour vous, c'est pas seulement le fait qu'il y ait une transaction commerciale qui vous pose problème, c'est le principe même. Est-ce que c'est ce à quoi les juristes en France font référence à l'indisponibilité du corps humain? C'est ça que vous défendez, l'indisponibilité du corps des femmes? Absolument, mais c'est la dignité humaine de tous, c'est-à-dire de toutes les personnes, parce que les enfants d'aujourd'hui sont les adultes de demain. Or, vous imaginez bien que nous vivons aujourd'hui dans une société dans laquelle certains êtres humains ont fait l'objet d'un contrat. Leur vie même, leur venue au monde a fait l'objet d'un contrat. Ils ont été fabriqués, conçus et remis à leurs commanditaires par contrat contre de l'argent.
Je trouve que c'est extrêmement préoccupant ce qui se passe. Et oui, nous sommes pour l'abolition de la pratique, l'abolition universelle, internationale de cette pratique. On vous objectera qu'il y a des couples infertiles et que par ailleurs, cette technologie, cette technique existe médicale. Ça consiste, je rappelle, à transplanter un embryon dans l'utérus d'une autre femme. Après tout, s'il y a un consentement de la femme d'un côté, s'il n'y a pas de transaction commerciale, est-ce qu'il y a vraiment une atteinte à la dignité ? Mais bien évidemment qu'il y a une atteinte à la dignité. Encore une fois, la femme peut consentir de porter une grossesse, elle peut consentir à sa propre aliénation. Elle n'a pas le droit, on ne peut pas avoir le droit de consentir à l'aliénation de l'enfant qu'on met au monde. Sinon, est-ce que je peux consentir à remettre n'importe lequel de mes enfants à qui je choisis? Tiens, aujourd'hui j'en fais un, mais j'en ai fait un autre il y a 3 ans. Est-ce que je le remets? Excusez-moi, je suis d'origine roumaine et en 1990-1991, j'ai vu des femmes roumaines qui remettaient des enfants contre de l'argent parce qu'il y avait des personnes qui venaient en demander. J'en ai vu. J'étais étudiante et j'ai accompagné à l'époque la Croix-Rouge française qui faisait des interventions en Roumanie. Donc ça a amené les femmes dans ces situations-là, dans des conditions d'inégalité socio-économique très importantes. Non, c'est un danger pour la femme comme pour les enfants. Merci infiniment Anna Alouana Doram. Je rappelle que vous êtes vice-présidente de la Coalition internationale pour l'abolition de la maternité de substitution. Alors nous allons revenir à un sujet plus léger, mais un sujet qui interroge encore l'identité de genre, comme on dit, puisque le dictionnaire Le Robert a décidé d'accueillir le pronom LGBTQI++, YEL, dans sa nouvelle édition. Pour certaines, ce serait un crime de lèse-féminité ou de lèse-transgenrité de le maintenir par défaut le pronom masculin comme pronom indéterminé. Alors le Robert a-t-il bien fait? On va en parler avec une journaliste qui est aussi l'une des plus importantes figures du féminisme sur les réseaux en France aujourd'hui, Lorraine Bastide. C'est tout de suite. Allez, restez avec nous sur Sud Radio Politique sous influence. Le jour des marches, nous toutes d'ailleurs, qui met les femmes et le féminisme en général et sous toutes ses formes d'ailleurs à l'honneur. On est ensemble jusqu'à midi. On se retrouve dans un instant sur Sud Radio. Sud Radio, politique sous influence, 11h midi, Guillaume Bigot, Juliette Briens. Jusqu'à midi sur Sud Radio, les influences qui parcourent les réseaux sociaux en cette année présidentielle avec Juliette Briens et Guillaume Bigot qui ressortent le dictionnaire. Et oui, je suis il, vous êtes il d'ailleurs, vous aussi Jean-Marie. Oui, nous sommes Guillaume nous. Bigot et Jean-Marie Bordry. C'est plus pratique, je triche. Elle et elle, elles sont elles. C'est Juliette Briens et c'est Lorraine Bastide. Et vous êtes bien sur politique sous influence, le pronom YEL. C'est un peu le sujet du moment. Il faut dire que la question dite de la non-binarité a récemment fait son apparition dans le débat public et que Juliette et moi sommes, comme vous le savez, un peu binaires. Donc nous ne serons pas trop de 3, 4, même avec Jean-Marie, pour comprendre les enjeux de ce buzz YEL. Et c'est pourquoi nous sommes avec la journaliste Lorraine Bastide, qui va nous aider à y voir plus clair dans ce trouble du genre linguistique. Mais je suis déjà troublé par votre présence, mais pas par le pronom. Vous allez nous éclairer. Mais avant cela, tentez de nous éclairer, Juliette, qui nous troublait aussi d'ailleurs. Eh bien, c'est assez simple, Guillaume. Le très fameux petit Robert a intégré le pronom neutre YEL dans la version numérique de son dictionnaire. Voici la définition qu'il en donne. Rare pronom personnel, sujet de la troisième personne du singulier et du pluriel, employé pour évoquer une personne quel que soit son genre. L'usage du pronom YEL dans la communication inclusive. D'après Marie-Hélène Driveau, qui est donc lexicographe au Petit Robert et qui s'est justifiée dans le Figaro, on a constaté que ce mot prenait de l'ampleur et que nous l'avons intégré. Ainsi, le pronom YEL prendra sa place dans le dictionnaire papier de 2022 aux côtés d'autres mots issus du langage courant moderne comme passe sanitaire, anti-vax ou encore vaccinodrome. Sur Twitter, le premier à s'en indigner a été François Jolivet de La République en marche de l'Indre. Il accuse le Petit Robert, député de l'Indre, excusez-moi, il accuse le Petit Robert d'être militant d'une cause qui n'a rien de français, le wokisme. Juste avant d'annoncer qu'il avait écrit à l'Académie française pour dénoncer, je cite, une destruction de valeurs qui désunit ses usagers plutôt que de les rassembler. Aussitôt sur Twitter, le ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer a volé au secours du député. Je soutiens évidemment la protestation de François Jolivet vis-à-vis du Petit Robert. L'écriture inclusive n'est pas l'avenir de la langue française, alors même que nos élèves sont justement en train de consolider leurs savoirs fondamentaux. Ils ne sauraient avoir cela pour référence. L'affaire a explosé sur les réseaux sociaux, chacun y allant de son avis depuis une semaine, avec des appels au boycott, notamment provenant par exemple de François Philippot, mais aussi des avis contradictoires qui défendent l'entrée du pronom non-binaire dans le langage courant. Écoutez par exemple Julie Neveu, linguiste à l'université de la Sorbonne, au micro de nos confrères de BFM TV.
À l'écrit ou à l'oral, quand on dit Yel, vous êtes d'accord que la personne n'est pas là. Donc a priori, on dit quand même à peu près ce qu'on veut. En revanche, quand on s'adresse à cette personne, d'abord, je ne dis pas Yel, je dis Otto, est-ce que vous? Ok, donc vous, ça ne change pas. Ce que je veux dire, c'est que l'évolution, elle n'est pas si grande que ça. Et c'est juste une nouvelle forme disponible qui va soulager la vie. Et c'est-à-dire le sentiment d'appartenance et d'identité d'une certaine catégorie de la population qui n'est pas négligeable. Il y a eu un sondage IFOP fin novembre 2020 qui disait qu'il y avait 22% de la population qui ne se sentait concernée ni par le masculin ni par le féminin. Voilà, donc le débat fait rage en tout cas, il y a du pour, il y a du contre. Cette polémique, Lorraine Bastide, elle divise la société depuis les réseaux sociaux, mais elle a aussi divisé le gouvernement, parce que comme vous savez, il y avait d'un côté Elisabeth Moreno, ministre chargée d'égalité homme-femme, qui a parlé d'un progrès, tandis que son collègue Jean-Michel Blanquer, lui, a regretté que l'on triture la langue française. Il y a aussi, j'ai quand même oublié de dire, mais il y a Brigitte Macron aussi qui s'est exprimée hier. Qui s'est rangée du côté de Jean-Michel Blanquer. Voilà, tout à fait. Exactement. Donc pour vous, c'est un progrès ou pas, cette affaire de Yel ? En tout cas, c'est fascinant qu'il y ait un débat. Moi, ce qui m'interroge, c'est que tous les ans, il y a des mots qui rentrent dans le dictionnaire. J'ai regardé des dernières années, il y a eu sexto, il y a eu selfie, il y a eu fachosphère. Et dans ces moments-là, il n'y a pas de débat. Enfin, on pourrait débattre. Quoi, sexto rentre dans le dictionnaire? Le fait d'envoyer des photos sexuelles, mais c'est dégradant, c'est pornographique. Il n'y a pas ce genre de débat parce que tout le monde a priori compris que le dictionnaire intègre les mots qui commencent à être dans la langue française utilisés de façon plus ou moins répandue. Donc, Yel et utilisé. Donc pour vous, le fait que ça interroge le genre, ça expliquerait un peu ces réticences. Exactement. Je pense que ce que ça révèle, en fait, le fait qu'il y ait une polémique là-dessus, un peu à la manière de Freud, quoi. Finalement, il y a une réticence, ça. Donc il y a un sujet. C'est-à-dire que effectivement, le fait que le mot Yel émerge dans les usages courants, ça montre que la binarité de genre est questionnée dans la société, et c'est ça, en fait, je pense, qui enflamme le débat. Et moi, je l'observe, disons, comme une observatrice un peu amusée, parce que Jean-Michel Blanquer, il peut dire ce qu'il veut. Le fait est que ce mot est utilisé. Moi, c'est un mot que j'utilise dans mon podcast, par exemple, très régulièrement. À l'oral? À l'oral, d'accord. Ouais, je l'utilise. Et en fait, je trouve que quand on parle de la non-binarité ou des personnes non-binaires qui souhaitent que ce pronom soit utilisé pour les désigner, ce qui est voilà, tout à fait compréhensible, acceptable, on oublie un autre aspect de l'inclusivité que permet ce mot Yel. Moi, je vais l'utiliser par exemple pour parler d'un groupe de personnes constituées d'hommes et de femmes pour éviter d'invisibiliser la présence de femmes dans ce groupe. J'ai cherché un exemple récent, je parlais de réfugiés dans une interview avec Judith Butler, qui est une personne non-binaire d'ailleurs, qui se fait désigner par le pronom they en anglais, Yel en français. Et je disais, voilà, les réfugiés ont afflué à la frontière polonaise. Yel sont aujourd'hui en train de camper dans la forêt. Pourquoi je dis Yel? Parce que si je dis il, j'invisibilise le fait qu'il y a beaucoup de femmes parmi ces réfugiés. Et pour moi, c'est important. Non, vous n'invisibilisez pas, puisque c'était un usage de la langue française. Et que tout le monde sache, enfin, les gens savaient que quand on disait il, on pouvait désigner aussi bien des hommes que des femmes. On désignait, en fait, un indéterminé. C'était une convention. C'est ça qui est questionnable. Moi, comme l'homme avec un grand H. Bah, l'homme avec un grand H, je trouve que c'est un usage sexiste. Moi, je préfère dire l'humain, en fait. Je trouve qu'il existe un mot épicène qui ne renvoie pas... L'humain, c'est masculin, il faudrait dire l'humaine, alors. Non, c'est pas le genre du mot, c'est la désignation. Quand on dit l'homme et qu'on désigne le groupe d'hommes et de femmes, je trouve qu'il y a quelque chose qui marche pas dans l'imaginaire. Ce qui m'avait fait basculer sur l'écriture inclusive, c'est une remarque d'Eliane Vénaud, une grande linguiste qui défend beaucoup l'écriture inclusive, qui avait fait remarquer que quand on demande à n'importe quelle personne dans la rue, citez-moi 5 grands auteurs français, il y a très 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 peu de chances pour qu'on cite parmi ces auteurs une femme. Il y a très peu de gens qui vont citer, je sais pas, Françoise Sagan. Alors que si on dit, citez-moi 3 grands auteurs ou autrices français ou françaises, eh ben on va sortir des noms de femmes. On n'y peut rien. Quand on dit les électeurs, quand on dit les dirigeants, quand on dit les décideurs, dans notre imaginaire, on voit un groupe d'hommes. Donc en fait, continuer de dire que ce masculin neutre... Mais est-ce qu'on change d'imaginaire en changeant les mots? Moi, j'ai l'impression. Moi, j'ai l'impression que quand je dis les réfugiés affluent à la frontière, Yel campe dans la forêt, eh ben, je donne la possibilité à mes auditeurs et auditrices d'imaginer des femmes qui campent dans la forêt. Et c'est pas la même image. Est-ce que vous le faites spontanément ou vous vous forcez à le faire? C'est-à-dire vous réfléchissez avant de prononcer la phrase et vous vous dites je vais bien dire Yel pour insister sur ça. C'est très important comme question parce que non, c'est pas spontané. Oui, c'est un effort. Oui, c'est compliqué. Quand j'ai commencé à faire mon podcast et que j'ai décidé de parler en écriture inclusive, c'était vraiment une démarche qui a été une gymnastique intellectuelle pour moi au départ. Même le mot Yel, moi j'ai des personnes non binaires dans mon entourage. Pendant des mois, je me trompais, je bafouillais parce que Yel, c'est pas forcément quelque chose qui se prononce facilement.
Mais au bout d'un petit moment, en fait, ça passe complètement et cette résistance n'existe plus. Mais est-ce que vous comprenez que ça puisse choquer? Parce que quand même, la non-binarité, c'est apparu dans le paysage, dans le débat. Il y a quoi? Il y a 2 ans à peu près. Mais personne n'avait jamais entendu de ça. On a toujours connu l'homosexualité, même les transgenres, on en avait déjà entendu parler. Mais la non-binarité, personne n'a jamais entendu parler de ça. Ça n'arrive pas de la Corée ou ça n'arrive pas du Mali. Je veux dire, ça arrive directement des universités américaines. Vous dites le pays dominant. Je veux dire, on a vraiment une espèce de domination culturelle américaine. Je comprends que ça questionne, je comprends que ça trouble, parce que c'est très troublant. C'est l'OTAN version linguistique. C'est extrêmement troublant. Qu'on commençait à vouloir dire non, l'humanité n'est pas divisée en 2 catégories, masculin et féminin. Évidemment que ça fait trembler les fondations de toute la société. Évidemment que les gens comprennent pas, évidemment que ça proteste. Et ce serait pas un peu le but de faire trembler les fondations de la société? Évidemment, puisque le but c'est de sortir de cette binarité. D'un côté il y a la Chine, de l'autre côté il y a la montée de l'islamisme, et donc finalement il faudrait que l'Occident un peu se suicide lui-même. Je suis désolée, j'ai pas forcément la vision géopolitique des choses, j'ai pas creusé de ce côté-là. Après voilà, moi par exemple je voulais vous rappeler qu'il y a une partie des humains qui naissent en étant ni masculin ni féminin. Il y a des personnes intersexes qui, à la naissance, c'est vrai, mais c'est extrêmement ultra minoritaire. D'ailleurs, c'est à l'origine d'une souffrance. Si minoritaire. C'est une grande souffrance. C'est 0,01, quelque chose comme ça. Enfin, c'est très minoritaire. Il y a énormément de chiffres divergents sur les personnes intersexes. C'est un sujet que je maîtrise pas assez. Enfin voilà, j'ai pas envie d'avancer des chiffres. Bien Moi, sûr. j'ai des chiffres qui sont différents des vôtres. Il y a tout un spectre biologique sur lequel on peut se trouver en tant qu'humain. Voilà, on sait très bien qu'il y a des hommes qui n'ont pas de testicules, il y a des femmes qui n'ont pas d'utérus. Est-ce qu'ils sont moins hommes, est-ce qu'ils sont moins femmes? On peut questionner en fait la façon dont on a décidé dans la société d'attribuer un genre aux personnes en fonction de leurs organes génitaux. Finalement, on en revient à cette question-là, et c'est aussi ça, au fond, le féminisme. C'est aussi de dire, ce n'est pas parce que je suis pourvue d'ovaires que je suis forcément douce, maternelle, j'ai les cheveux longs et je porte des talons. Et en fait, finalement... Vous n'êtes pas d'accord avec Freud qui disait l'anatomie, c'est le destin, en fait, en résumé. Je suis peu d'accord avec Freud. Anti-freudienne. Mais c'est une discussion absolument passionnante, mais il y a quand même on va en parler avec vous, en creusant ce sujet, il y a quand même un phénomène qui est très frappant, parce que si on entend et si on partage votre combat pour la visibilité, l'égalité des sexes, bien sûr, ça parle à tout le monde, j'espère, au plus grand nombre. En tout cas, il y a quand même une synchronicité entre, d'un côté, si vous voulez, l'avènement d'une religion qui est très 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 genrée. Pour le coup, la séparation des genres est très forte en islam entre les hommes et les femmes, et un ultra patriarcat, si vous voulez. Et ça, il y a un avènement de ça. Et deuxième phénomène très étrange aussi, les biotechnologies nous promettent de pouvoir un peu, fluidifier, mais de manière biologique, les genres. Et donc, est-ce que pour vous, finalement, c'est le hasard que ça arrive comme ça d'un seul coup? Alors, j'ai tendance à penser que toutes les religions monothéistes ont une approche très genrée. Je trouve ça... en fait, dommage. Certaines plus que d'autres. Dans le christianisme, on dit, vous savez, c'est la parabole de Marie, c'est-à-dire que celui qui n'a jamais, pardon, pas de Marie, de Marie-Madeleine, que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Vous vous souvenez de cette parabole? C'est fort. Oui, enfin voilà, dans la religion catholique, l'avortement est interdit, les femmes ne peuvent pas être ordonnées prêtres, Adam et Ève, on peut quand même difficilement faire plus binaire comme histoire. Je crois que dans la religion juive, voilà, les femmes sont aussi soumises à certaines contraintes. Je pense que toute religion est binaire, mais la science aussi est binaire, la biologie est binaire, l'histoire est binaire. En fait, à peu près tous les savoirs qui ont été produits ces derniers millénaires sont extrêmement binaires. Donc, je suis pas tout à fait sûre que ça ait un lien avec l'islam. Je vois pas trop le rapport en vrai. Alors, à quoi rêvent non pas les jeunes filles, mais les militantes féministes sur les réseaux sociaux? Lorraine Bastide, qui est une journaliste qui a creusé ces questions, va nous éclairer tout de suite après. Merci. Chaque semaine, Politique sous influence vous présente un militant ou une militante d'ailleurs des réseaux sociaux que vous avez une grande chance de croiser. On vous représente à tous ceux qui nous écoutent sur Sud Radio. Dans un instant, Lorraine Bastide, à tout de suite. Sud Radio, Politique sous influence, 11h midi, Guillaume Bigot, Juliette Briens. Guillaume Bigot, Juliette Briens, c'est leur invité Lorraine Bastide sur Sud Radio et sur les réseaux sociaux jusqu'à midi. Guillaume Bigot.
Bon, Juliette merci, Brillard, ça va être c'est moi. Merci beaucoup en À tout vous, cas. Place aux femmes en cette journée. Place aux Merci femmes. Éclipsons-nous, Jean-Marie. Lorraine Bastide, en tout cas d'avoir répondu à nos questions sur cette polémique du YEL qui a enflammé la toile. On aimerait maintenant s'intéresser à vous, à votre parcours, mais aussi à votre combat. On sait que donc votre combat est féministe. On sait que ce serait, en fait, c'est une bonne journée pour en parler, puisque comme vous le savez sans doute, aujourd'hui, ou peut-être on vous l'apprend, aujourd'hui se déroule la grande marche contre les violences faites aux femmes à l'initiative de l'association Nous Toutes. Est-ce que vous allez y aller? Évidemment. Vous allez être Évidemment. présente. Et donc, c'est le bon moment pour vous donner la parole. Je sais que vous avez commencé en tant que journaliste pour le magazine Elle pendant 10 ans. Elle ou Yel? Ah bah, Elle, on va pas revenir sur le sujet. Et votre notoriété est en train d'exploser sur les réseaux sociaux avec plus que de 100 000 abonnés sur Instagram. C'est énorme. Et votre nouveau bébé, c'est ce podcast qui s'appelle La Poudre. La Poudre TV ou La Poudre? Non, ça s'appelle La Poudre. La Poudre. Et il dont, a déjà presque 6 ans, ce bébé. 6 ans. Il est grand. Bon, Ouais, ouais. donc c'est pas vraiment nouveau, mais c'est votre bébé quand même. Oui. Et nous, vous allez nous en parler. Et je crois que votre dernière invitée, justement, c'était Sandrine Rousseau, l'ex-candidate à la primaire Europe Écologie Les Verts. On va écouter un petit extrait, justement, de cette émission. Bien oui, j'ai subi, comme beaucoup d'autres femmes de MeToo, cette espèce d'humiliation du ministre de l'Intérieur au moment de sa nomination et de cette explication d'Emmanuel Macron disant on s'est expliqué d'homme à homme pour justifier la nomination de Gérald Darmanin. Et donc en fait j'y allais en expliquant les choses, en disant bah voilà, là aujourd'hui c'est ce que je veux faire et c'est une forme d'alliance des femmes pour nous imposer dans cette élection un peu suprême qui est la présidentielle. Et oui, je crois que la société a tremblé du pouvoir des femmes, ça je crois, vraiment. Voilà, donc vous avez soutenu Sandrine Rousseau aux primaires, si je ne m'abuse, vous l'admirez. Est-ce que Sandrine Rousseau représente pour vous aujourd'hui le féminisme que vous incarnez et pourquoi? Elle représente une femme politique qui a prétendu à la candidature suprême avec des valeurs féministes affichées. Et ça, pour moi, c'est vraiment très important. C'est la première fois, en fait, que je vois une candidate potentielle à la présidentielle arriver en disant « je suis féministe, je porte les valeurs féministes ». Et c'est ça, en fait, qui m'a donné envie de la soutenir, parce que je pense qu'on a vraiment besoin que les idées féministes, le combat féministe soit porté dans le débat national, à cette échelle-là, et sorte un peu, justement, des polémiques de réseaux sociaux. Mais est-ce qu'elle sert vraiment à la cause quand elle dit on jette le corps des femmes? Qui jette le corps des femmes? Je vois pas de gens Elle a en dit France. on jette le corps des femmes. Le corps des racisés, on jette, on etc. utilise et on jette. On exploite, on jette. Enfin, c'est très violent comme verbe, non? Vous trouvez pas? Elle est pour la radicalité de toute façon. Elle l'assume totalement. Oui, elle assume cet adjectif radical, mais en fait on en revient un petit peu au débat qu'on avait tout à l'heure. Effectivement que c'est radical d'envisager de sortir de cette binarité de genre. Évidemment que c'est radical d'envisager que le féminin ne soit pas toujours renvoyé à ses valeurs de douceur, de maternité, et que le masculin ne soit pas toujours renvoyé aux valeurs de virilité et de courage. Enfin, effectivement, c'est un changement profondément radical de la société qui est porté par le combat féministe. Est-ce que vous revendiquez le mot woke qui fait beaucoup de débats en ce moment partout sur les réseaux sociaux, qu'on entend absolument partout? C'est un mot, oui, qui a été complètement dévoyé. Plus personne ne sait très bien ce que ça veut dire, en fait. Ça correspond à un éveil. Alors, est-ce que je revendique d'être quelqu'un d'éveillé sur certaines discriminations de société? Oui, j'aime bien. Après, j'aime pas très bien ce qui est mis sous cette bannière quand il est utilisé par les opposants politiques de mon camp. Vous aimez les woke par les wokistes, mais pas par les anti-wokistes. Non, mais je me sens pas wokiste, je me revendique pas. Je me revendique féministe, progressiste, antiraciste, mais voilà, pas woke. Bon, le nom de votre série, La Poudre, alors je recommande à tout le monde ce podcast parce que je trouve qu'il est très, très fin, très habile, très intelligent. Il vous ressemble d'une certaine façon. Il est très signifiant aussi de l'ambivalence des sexes parce que dans le nom même de la poudre, on comprend que c'est la poudre maquillage et la poudre qui sert à faire des armes. C'est assez étonnant d'avoir trouvé un nom comme ça qui rappelle finalement le genrage du monde parce qu'effectivement, il y a quand même un peu un genre qui est du côté de la séduction et un peu un genre qui est du côté de la guerre. Vous m'avez comprise, Guillaume, je suis très émue. C'est exactement ça fait longtemps que j'essaie de comprendre les femmes, mais je ne m'attendais pas à y arriver ce matin. Non, blague à part, finalement,
finalement, est-ce que la vraie poudre à canon, elle n'est pas toujours du côté des hommes? Et c'est pas ce que vous dites finalement. Vous dites, mais c'est incroyable, les femmes ne sont pas assez présentes dans les combats, ne sont pas assez présentes dans la politique, ne sont pas présentes dans la polémique, elles ne sont pas assez présentes dans la science. Enfin, là où il y a un combat, les femmes ne sont pas là et elles sont trop là, là où il y a de l'attention, de l'empathie, etc. Mais finalement, vous, en dénonçant ce genrage, vous confirmez ce genrage. Ah bon? Non, moi je trouve au contraire, j'ai introduit de la subtilité et j'aime bien, je tranche pas moi sur ce que c'est la poudre dans mon podcast, parce qu'il y a des jours où je suis poudre à maquiller et il y a des jours où je suis poudre à canon, et ce côté multifacette en fait que je revendique. Moi je revendique mon droit à pouvoir être féministe, radicale et à aimer mettre un joli rouge à lèvres pour venir parler à Sud Radio le matin parce que je vais être filmée. Je revendique mon droit aussi à dire des gros mots, à me couper les cheveux et à me tenir mal si j'en ai envie. En fait, c'est vraiment... Au contraire, un droit à la complexité, à la nuance que je revendique pour tous les êtres humains, y compris pour les hommes. Mais ça, vous ne pensez pas que c'est, un peu, pardon, mais un peu redécouvrir quelque chose qui est évident. Réinventer la poudre, vous voulez dire? J'ai failli, mais j'ai pas osé, vous voyez. J'ai pas osé. Je suis trop galant peut-être. Non, mais à l'intérieur de chacun d'entre nous, on a du masculin et du féminin. On est homme, mais on a du féminin. Vous êtes femme, mais vous avez du masculin, etc. Donc je crois que c'est pas ça que vous voulez dire finalement. Ce que vous voulez dire, c'est que, et on a cette impression dans le discours féministe, pousser un peu dans vos retranchements, que finalement les féministes, elles ont envie de cette poudre à canon, et elles ont envie que les hommes mettent un peu de maquillage. Est-ce que c'est pas ça l'idée? Est-ce que c'est pas intéressant? Non, je connais pas de féministes qui portent comme revendication l'envie que les hommes se maquillent. Peut-être le droit de se maquiller, oui, ça effectivement. Je trouve que les hommes ont le droit de mettre du vernis à ongles s'ils en ont envie, mais c'est pas le centre de mon combat. Non, moi le centre de mon combat, c'est la lutte contre la silenciation. Je crois vraiment s'il y a un mot clé en fait dans ce que je porte, c'est porter la voix des femmes. Mais ça veut dire que quelqu'un fait taire les femmes? Oui. Mais qui fait taire les femmes? On n'est pas en Afghanistan quand même. Le temps de parole des femmes dans les médias en France, aujourd'hui, c'est 25%. Mais je suis assez d'accord, ça interroge. Mais la question, c'est pourquoi? C'est aussi simple que ça. La proportion d'experts et expertes qui parlent dans les médias en France aujourd'hui, la proportion de femmes, c'est 13%. Mais regardez, en studio, c'est 50% et personne n'empêche les femmes de parler. Il y a toujours un contre-exemple. Il y a toujours un contre-exemple. Non, personne n'empêche les femmes de parler. Sérieusement, on n'est pas en Afghanistan. Moi, je suis perturbé comme vous. Je constate que, comme vous, il y a moins de femmes. Exemple, mais la question, c'est pourquoi? En tant que féministe visible dans l'espace public, dans les réseaux sociaux, je subis quotidiennement du cyberharcèlement. Il y a des personnes qui s'acharnent contre moi, ils sont nombreux, je suis menacée, je suis insultée en permanence. Avant, j'avais un compte Twitter qui servait à promouvoir mon travail. Ce compte, j'ai dû le fermer face aux insultes que je recevais. Donc très concrètement, on m'a fait taire. Mais on m'a fait taire. Mais c'est pas propre qu'aux femmes. Les hommes aussi reçoivent quand ils sont exposés médiatiquement, reçoivent également. Il existe des chiffres. Le cyberharcèlement touche en particulier les femmes. En particulier les femmes qui portent des idées politiques, en particulier les femmes journalistes. Donc si en fait c'est quelque chose de genré, c'est une violence qui est genrée. Et personne ne fait taire les femmes, mais il existe un réflexe vraiment profondément ancré dans les rédactions. Quand on a besoin d'un économiste, d'un politologue, d'un sismologue, d'un physicien, on appellera un homme, beaucoup plus spontanément. Et je dis pas que c'est un réflexe, on va dire, n'appelons surtout pas une femme. C'est quelque chose qui découle en fait d'un tas de mécanismes qui sont ailleurs dans la société. Par exemple, dans les grands laboratoires de recherche, on va trouver une proportion infime de femmes. Donc, moi, en donnant la parole uniquement à des femmes, j'essaye de compenser un petit peu à mon échelle ces mécanismes de silenciation, de faire entendre simplement un peu plus les voix des femmes dans toute leur complexité et dans toutes leurs nuances. Mais est-ce que les femmes, finalement, dans leurs différents métiers, dans leurs différents exercices, elles fonctionnent différemment des hommes? C'est-à-dire, est-ce que Indira Gandhi ou Margaret Thatcher, si elles avaient été des hommes, auraient agi différemment? Non, je crois pas. Je me bats complètement contre cette essentialisation-là. C'est très dangereux de penser que les femmes ont des façons de faire différentes des hommes. Bon, merci infiniment, en tout cas, Laurent Bastide. Je recommande La Poudre, votre bouquin aussi, qui s'appelle Présente aux éditions Alary sur les femmes dans l'espace public. C'est vous qui en parlez le mieux. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci. Et merci à tous. En tout cas, Politique sous influence revient samedi prochain de 11h à midi sur Sud Radio. Toutes les influences qui parcourent les réseaux sociaux en cette année extrêmement politique qu'est l'année de la présidentielle. Restez avec nous. On se retrouve dans un instant sur Sud Radio avec Jean-Luc Moreau et Laurence Perrault qui reçoivent
de manière exceptionnelle le patron de BMW France. Si vous voulez lui poser des questions, 0826 300 300 ou alors sur la page Facebook de Sud Radio. Ce sera juste après les informations. On parle auto, c'est dans un instant sur Sud Radio. Sud Radio.